Donc merci pour cette introduction. Oui. Merci aux organisateurs de cet événement de m'accueillir. Je pense que le sujet est vraiment important. Il est vraiment d'actualité en plus. Je pense que beaucoup de choses qu'on dit ici sont susceptibles vont se débattre, vont donner lieu à des décisions politiques dans les mois et dans les années qui viennent. Oui, alors je vais vous parler des barrières à l'emploi à partir de 50 ans. Vous remarquez que je vais déjà un peu plus loin que 45, mais je pense que s'il y avait des Suédois dans la salle, ils se diraient que nous sommes un peu fous en Belgique de commencer à parler des problèmes d'emploi âgé si tôt. Vous allez comprendre pourquoi quand j'arriverai en transparent vous montrer un certain nombre de chiffres sur le taux d'emploi âgé en Suède. Bon. Voilà la structure de mon exposé. Je vais vous glisser un certain nombre d'éléments de contexte, ou en tout cas tel que j'analyse le contexte. Je vais développer une analyse, mais relativement rapide, où je vais parler des deux jambes. Je vais vous parler de l'impérieuse nécessité, de marcher sur les deux jambes, et donc de considérer à la fois l'aspect offre de travail âgé et en même temps l'aspect demande de travail âgé. Quand on parle de demande de travail âgé, ici on vise la propension des entreprises à garder les travailleurs en emploi et plus encore leur propension à recruter des personnes sans emploi au-delà d'un certain âge. Excusez le Y qui traîne ici, donc le focus sera bien entendu sur les barrières à l'emploi âgé côté demande. Et puis, je terminerai par un certain nombre de considérations plus politiques. Bon. Le contexte. Le contexte, c'est celui du vieillissement qui entraîne jusqu'à un certain point une croissance des dépenses de soins de santé et surtout une croissance des dépenses en termes de pension. Alors, on pourrait évidemment creuser cette question en tant que telle, essayer de prendre la mesure réelle de la croissance de ces dépenses, de leurs déterminants. C'est pas ce que je fais ici. D'une certaine façon, je prends acte et je fais confiance aux spécialistes de la question. Je dis simplement que de mon point de vue, et je ne suis pas le seul, je pense, à penser ça, il y a là un vrai enjeu, il y a une vraie problématique, et d'une certaine façon, confronté à ce phénomène de vieillissement, il est relativement compréhensible qu'un certain nombre de décideurs veuillent accroître le taux d'emploi âgé. En langage plus technique, il s'agit d'essayer de limiter le taux de dépendance âgée, donc la part des gens qui sont tributaires de transferts prélevés sur des populations plus ou moins jeunes d'ailleurs, sous forme d'impôts ou de cotisations à la sécurité sociale. Alors tout ça évidemment dans un contexte belge où le taux d'emploi au-delà de 50 ans ou 55 ans ou au-delà de 60 ans reste relativement faible si on prend une comparaison internationale. Donc ce que vous voyez là derrière vous, c'est la situation en relativement longue période. En bleu, vous avez la situation belge pour les hommes et pour les femmes en haut, les hommes en bas. Vous avez la tranche d'âge 55-59 qui apparaît à votre gauche et la situation pour les 60-64 ans qui apparaît à votre droite. Le point de comparaison, c'est la moyenne OCDE. Donc vous voyez que... Alors la bonne nouvelle, c'est que, et on en est très peu conscient, le taux d'emploi âgé a considérablement augmenté en Belgique depuis les années 90. Donc... probablement qu'un certain nombre de politiques qui ont été mises en place ont un effet assez significatif sur l'accroissement du taux d'emploi âgé. Il y a des choses qui ont probablement une origine plus sociologique du côté du taux d'emploi des femmes âgées, qui explique que d'ailleurs c'est le groupe qui a connu, le groupe des femmes de 55-59 ans, et c'est le groupe qui a connu la plus forte croissance de son taux d'emploi depuis les années 90. A contrario, vous voyez que comparativement à ce qui n'est que la moyenne OCDE, sur la tranche d'âge 60-64, on reste avec des écarts très importants, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Alors on a parlé tout à l'heure de la Suède. Effectivement, quand on se compare à la Suède, sur la tranche d'âge, en particulier la tranche d'âge 60-64 ans, mais c'est vrai également sur la tranche d'âge 50-64, on voit qu'en Belgique, on est avec des taux d'emploi qui sont relativement faibles. Voyez le taux d'emploi suédois depuis très longtemps, pour hommes et femmes confondus, à plus de 70% sur la tranche d'âge 50-64, et à plus de 50, voire 60% maintenant pour la tranche d'âge 60-64 ans. Donc a priori, la Suède est plus équipée et mieux équipée pour faire face au coût du vieillissement, et la Belgique
On peut comprendre que la Belgique ait envie d'augmenter son taux d'emploi pour essayer de le rapprocher de celui de la Suède. Bon, alors, j'en viens maintenant à mon cadre d'analyse pour vous expliquer ce qui en partie m'inquiète. Je pense que la littérature économique et pour une bonne part les décisions qui ont été prises par les gouvernements successifs, cette littérature et ces décideurs, ils privilégient l'offre de travail âgé. Donc, prenons une caricature, vous relevez l'âge légal de la retraite ou vous relevez l'âge de la retraite anticipée ou vous limitez fortement les possibilités de pré-retraite. Que se passe-t-il? Vous augmentez l'offre de travail âgé. Vous dites à un certain nombre de personnes qui sortaient formellement du marché du travail, vous devez y rester. Il n'y a plus la possibilité de sortir du marché du travail via ces régimes. Donc vous augmentez quantitativement, vous augmentez l'offre de travail âgé. Dans d'autres contextes, pas forcément le contexte belge, si vous diminuez le taux de remplacement, si vous diminuez la générosité d'un certain nombre de pensions, si vous conditionnez le maintien des allocations de chômage au fait de rester en recherche d'emploi, si vous verrouillez, vous essayez de limiter un certain nombre d'autres indemnités, par exemple les indemnités pour invalidité légère, ce genre de choses, ce que vous faites, c'est que vous essayez d'inciter les individus à rester en emploi plus longtemps. La littérature, ici, il s'agit un peu moins de politique, la littérature économique sur la propension des gens à rester en emploi met en évidence qu'il y a des tas de variables qui jouent, j'en cite quelques-unes ici. L'état de santé dans lequel se trouvent les personnes va avoir un effet assez significatif sur leur volonté de rester et leur décision de rester actif et de rester en emploi. La situation familiale joue un rôle de façon un petit peu amusante. On continue à trouver dans les données des indices sérieux de ce que les couples ont envie de partir à la retraite ensemble. Donc si vous avez un léger décalage entre l'âge de monsieur et l'âge de madame, vous voyez que madame aura tendance à anticiper un tout petit peu son retrait du marché du travail. Donc ce sont des considérations qui ont en commun qu'elles regardent les choses du point de vue de l'offre de travail âgé. On marche sur une jambe. Il y a une deuxième jambe, et c'est l'essentiel de mon message depuis un certain temps, particulièrement dans le contexte belge. Il me semble que l'on court le risque de sous-estimer l'existence de barrières à l'emploi du côté de la demande. Donc, vous avez de l'évidence qu'on appelle en franglais de l'évidence anecdotique abondante de ce que les firmes, les employeurs refusent ou sont très réticentes à garder les personnes en emploi. On voit que les entreprises payent. On voit que les entreprises payent pour que les gens partent. Ce qu'en Flandre, on a appelé les pré-retraites Canada Dry. Ce sont des situations où vous observez que l'employeur est prêt à mettre une certaine somme d'argent, parfois considérable, sur la table, en échange de quoi la personne s'engage à quitter. Alors, ça, évidemment, c'est très interpellant du point de vue économique. Vous avez des employeurs qui sont ouvertement en situation où ils essayent de pousser les gens vers la porte de sortie. Plus globalement, évidemment, si vous prenez des mesures qui visent à accroître l'offre de travail âgé, si vous relevez l'âge légal de la retraite, si vous fermez un certain nombre de dispositifs qui organisent la sortie de larges tranches de la population du marché du travail, si vous faites ça, vous augmentez l'offre de travail, il faut logiquement en vis-à-vis vous préoccuper de savoir si il y a une demande capable d'absorber ce surcroît d'offres de travail. Et il me semble que les stratégies actuelles des décideurs privilégient l'augmentation de l'offre, mais sont relativement muettes s'agissant de la demande. Alors, si effectivement la demande ne suit pas, vous voyez poindre un double risque. Le risque qu'un certain nombre de personnes âgées tombent au chômage ou recours à des dispositifs qui, a priori, sont paramétrés pour accueillir ou faire face à d'autres situations, par exemple les systèmes de congé de maladie de longue durée. Vous courez le risque, effectivement, que ces dispositifs soient les réceptacles de gens qui font face à des demandes, à une barrière à l'emploi, une demande d'emploi âgé insuffisante. Plus globalement, si vous ne prenez pas au sérieux la question de la stimulation de la demande de travail âgé, vous risquez de voir s'accroître les inégalités entre individus âgés, entre ceux qui peuvent rester en emploi, ou qui parviennent à rester en emploi,
ceux qui font face à une demande positive de la part des entreprises, et puis les autres. Je vous cite ici ce sont deux extraits de la presse relativement récente. Je n'ai pas de preuves, évidemment, mais ça m'inquiète de savoir qu'on est en train d'augmenter l'offre de travail âgé et de voir que ces variables-là bougent dans le sens d'une détérioration. Une des nouveautés dans les statistiques du chômage dans un pays comme la Belgique, historiquement, il y a peu de personnes âgées au chômage. On parle de taux de chômage de population âgée qui sont relativement faibles. Par comparaison, ce qu'on connaît, par exemple, pour les populations plus jeunes. Historiquement, il n'y a jamais eu un taux de chômage à 25%, même dans les régions les plus exposées au risque du chômage. Il n'y a jamais eu ce genre de taux de chômage parmi les personnes âgées. On n'en est pas encore à 25%, mais la tendance est là. C'est-à-dire qu'il y a un accroissement régulier du taux de chômage parmi les plus de 50 ans. Donc il s'agit ici d'augmentation du taux, ce sont des taux d'augmentation du taux de chômage. Donc vous voyez ici apparaître le chiffre de 28% pour la période 2007-2014. L'autre statistique qui est en train d'exploser, ce sont les congés de maladie. Et de nouveau, le journaliste suggère que c'est lié aux personnes de plus de 50 ans. De nouveau, mes antennes s'agitent. N'est-on pas là en train d'assister aux conséquences logiques d'une offre de travail qui augmente avec une demande de travail qui ne suit pas? Bon, alors, venons-en maintenant à ce que les économistes ont à dire sur pourquoi les employeurs seraient réticents à engager ou à garder au travail des personnes âgées. Alors, quand vous lisez les manuels d'économie, vous tombez sur un premier argument qui est celui de l'horizon court. Ce qui caractérise, en tout cas, un certain nombre de travailleurs âgés, c'est que leur horizon de travail est relativement court. Je vais prendre une caricature, mais la caricature est là pour nous inviter à réfléchir à ce qui peut se passer. Imaginons que vous ayez un emploi à pourvoir et que cet emploi demande, disons, un tout petit peu de temps d'adaptation, voire une mini-formation, avant de pouvoir être exécuté dans les conditions correctes. Vous avez le choix entre deux personnes, une personne de 45 ans, ou une personne plus jeune encore, et puis une personne qui a 64 ans et en est au 364e jour de sa 64e année. Dans un univers où vous avez un départ à la retraite automatique à 65 ans, l'horizon de la deuxième personne est de 1 jour. L'horizon de travail de la deuxième personne est de 1 jour. Peut-être qu'on peut conclure que c'est une forme de discrimination, mais le souci que la personne engagée ait l'opportunité de réaliser quelque chose peut conduire les personnes qui sont en charge du recrutement à essayer de privilégier la première personne, celle qui aurait 45 ans en moins, par rapport à la personne qui aurait 64 ans et 364 jours. Évidemment, qu'est-ce qu'un horizon court? Est-ce que c'est 1 jour? Est-ce que c'est 2 jours? Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est 2 ans? Là, les économistes vont vous dire, ça dépend de la nature de l'emploi. Plus vous avez affaire à des emplois qui nécessitent une phase relativement longue d'apprentissage ou de découverte, plus évidemment cet effet d'horizon court va jouer. Je prends un exemple. L'UCL s'est doté d'un nouveau recteur. Et ce nouveau recteur estime, et je pense qu'il a raison, pour bien faire son travail de recteur, il doit consulter toutes les facultés et tous les instituts de recherche. Dans une grande université comme celle de l'UCL, il y a, je crois, 27 facultés et il y a 45 centres ou instituts de recherche. S'il consacre à chacune de ces entités une journée, et que pour des raisons d'agenda, il n'est pas possible de caser plus de 2 journées par semaine, vous imaginez le temps qu'il faut avant d'avoir terminé sa phase de décollage et de pouvoir être un recteur effectif. Donc je pense que ces effets d'horizon peuvent jouer un rôle dissuasif, en tout cas du point de vue de l'employeur, dans un certain nombre de contextes qu'il convient évidemment de qualifier et de regarder attentivement. Bon. Autre effet qui peut jouer contre les travailleurs âgés, c'est le fait qu'ils sont richement dotés en capital humain dit spécifique. Alors ça c'est du jargon d'économiste, mais dans le langage courant, c'est ce qu'on appelle l'expérience.
par définition, les travailleurs plus âgés sont des gens qui sont riches en expérience. Alors l'expérience peut vous aider beaucoup tant que vous êtes dans votre emploi historique. Je reviendrai un peu là-dessus sur le point suivant. Mais lorsque vous changez d'emploi, contraint ou forcé, ça peut jouer contre vous. C'est-à-dire, si l'expérience que vous avez est difficile à transposer, si ce capital humain spécifique est intrinsèquement lié à un secteur, à une firme, à un type de fonction, vous allez assez difficilement pouvoir emporter ce savoir et le réutiliser, en quelque sorte, le recycler dans le cadre de notre emploi. Donc les transitions, quand on est richement doté en expérience, les transitions vers d'autres emplois ou vers d'autres secteurs sont plus compliquées. Donc de ce point de vue-là, les jeunes sont intrinsèquement avantagés parce que ce qui les caractérise, eux, en particulier s'ils sortent d'un système d'enseignement, c'est que leur capital humain, eux, il est plus général. Il est plus générique, et donc il est plus facile à transposer d'un emploi à l'autre. Alors, troisième chose qui peut constituer une barrière à l'emploi, c'est ce que j'appelle un ratio compétence-productivité ou salarial défavorable. On parle beaucoup du coût salarial qui augmente avec l'âge ou l'ancienneté, donc c'est assez logique, ça correspond à une réalité institutionnelle forte qui est les barèmes dont on a parlé tout à l'heure, qui font croître le salaire, si pas à l'âge, en tout cas maintenant à l'ancienneté. Donc on s'attend à ce que on s'attend, excusez-moi, j'ai la nouvelle souris d'Apple me pose des soucis. Mais qu'en est-il de ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est-à-dire pas seulement l'aspect coût, mais l'aspect compétence ou l'aspect productivité. Parce que du point de vue de la firme, le fait de savoir que quelqu'un coûte plus cher, c'est une chose, mais il n'y a pas d'effet mécanique du fait que les gens coûtent plus cher sur la propension d'une entreprise à vouloir employer une personne. Je veux dire, les universitaires coûtent plus cher que les gens qui n'ont pas leur diplôme secondaire. À ce que je sache, il n'y a pas mécaniquement un refus de la part des entreprises d'engager des universitaires. On a plutôt l'impression d'ailleurs qu'elles se pressent au portillon pour recruter des universitaires et pas du tout des personnes moins diplômées. Donc ce qu'il faut regarder, c'est l'aspect, enfin, une des choses qu'il faut regarder pour comprendre un peu plus la logique des employeurs, ce qu'il faut regarder, c'est le ratio compétence ou productivité coût salarial. Laissez-moi vous montrer ce que je viens de découvrir. En fait, j'ai découvert il y a quelques jours une enquête qui s'appelle PIAC. C'est au fond une espèce de PISA pour adultes. Alors, c'est une mesure, si vous voulez, des compétences en situation d'emploi. Alors, c'est fait de manière assez riche, il y a énormément de choses qui sont mesurées, mais ça permet, par exemple, de tracer l'évolution de la compétence. Ici, ce sont les compétences dites numériques, c'est l'ensemble des compétences plus mathématiques qu'on est susceptible d'utiliser en emploi. Vous avez la même chose pour l'usage des technologies de l'information et de la communication, puis les compétences plus littéraires. Mais en gros, la tendance qui se dégage est la même. Qu'est-ce que je vous montre là-bas? Je vous montre qu'il y a un effet de l'âge sur le niveau moyen de ces compétences ces compétences numériques. Vous voyez que pour les personnes qui n'ont pas fait d'études supérieures, c'est le graphique là en haut à gauche, en gros, ça monte jusqu'à peu près 30 ans, et puis régulièrement, ça descend. Alors, on pourrait se dire, qu'est-ce qui se passe avec les gens qui ont fait des études supérieures? On dit souvent que le diplôme protège, ou pas vraiment. En tout cas, ici, on trouve sur le graphique à droite, on trouve le même effet baissier à partir de 30 ans. Alors, les zones en flouté, c'est ce qu'on appelle en langage technique les intervalles de confiance. Ça vous donne le risque d'erreur. Donc, il se pourrait que le pointillé soit un peu plus haut ou un peu plus bas, mais très vraisemblablement qu'il est coincé, qu'il est quelque part dans la zone en bleu, en bleu flouté. Alors, vous avez en rouge, ce dont je parlais tout à l'heure, qui est l'aspect coût salarial. Ici, c'est un coût salarial horaire, c'est du salaire horaire brut qui comprend les 13e mois, les avantages de divers ordres, donc ramené à une heure de travail. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit ce qu'on raconte un peu partout, à savoir qu'on est dans un pays où le salaire horaire moyen, et donc là derrière le coût salarial de l'heure de travail augmente assez régulièrement avec l'âge. C'est plus net chez les diplômés
plus supérieur que chez les diplômés de l'enseignement secondaire ou ceux qui n'ont pas terminé le secondaire, mais la tendance reste quand même la même, elle est plus irrégulière. Mais... Alors, ce qui nous invite à réfléchir ici, c'est l'écart qui existe. Prenons les gens de 55 ou de 60 ans, c'est l'écart qui existe entre les mesures de leurs compétences et les mesures de leur coût salarial. Alors, je précise tout de suite que le pointillé bleu, ça reste une mesure de compétence. Ça reste quelque chose d'assez scolaire, même si l'OCDE qui a conçu l'enquête s'en défend, puisqu'ils essayent de mesurer les compétences dites utiles en situation d'emploi. Ils essayent de déscolariser leurs mesures de compétences. Néanmoins, ça reste un espèce d'examen, si vous voulez. On capte la capacité des gens à répondre à des questions sous forme d'examen. Ce qu'il faudrait évidemment aller regarder, c'est ce qui se passe concrètement en termes de production en entreprise. Alors je l'ai fait, si vous voulez, en utilisant des données de valeur ajoutée par travailleur que j'ai essayé d'analyser en rapport avec la structure d'âge des entreprises. L'effet baissier, donc si vous remplacez le pointillé bleu par une mesure de la productivité en entreprise, la valeur ajoutée par travailleur en entreprise, vous avez un effet baissier. Il est moins fort, mais en Belgique, vous avez des indices de ce que la productivité horaire ou la productivité journalière a tendance à baisser au fur et à mesure que vous accroissez la part des travailleurs de plus de 50 ans. C'est pas un effet qu'on trouve dans d'autres pays, dans tous les autres pays. Donc là, il y a une espèce d'exception belge. La productivité horaire ou la productivité journalière a tendance à être affectée négativement par l'âge. Quand vous combinez les aspects productivité et les aspects coûts salariaux, vous avez une mesure de ce qu'on appelle la marge brute des entreprises. Elle est affectée négativement par l'accroissement de la part des travailleurs de plus de 50 ans. Alors, pour l'économiste, évidemment, qui se met à la place d'un capitaliste qui gère une entreprise, il y a un incitant financier à essayer de diminuer la part des travailleurs de plus de 50 ans dès lors que leur présence a un effet négatif sur la marge brute de leur entreprise. Au-delà de ça, il y a bien entendu ce dont on a beaucoup parlé. Les économistes sont un peu moins habiles pour parler de ce genre de choses. Il y a les préjugés, il y a les phénomènes de discrimination pure. Vraisemblablement que chez nous, le problème est essentiellement un problème de discrimination à l'emploi plus qu'un problème de discrimination salariale. Le vrai problème en Belgique, c'est la réticence des entreprises à employer des personnes de plus d'un certain âge. Deux mots sur ce que les économistes ont à dire sur les législations qui visent à interdire la discrimination en fonction de l'âge. Donc, comme ça a été merveilleusement dit par les orateurs précédents, ces législations sont plus compliquées, intrinsèquement plus compliquées à mettre en œuvre et à pratiquer que celles concernant le genre ou la race ou l'orientation sexuelle ou d'autres critères qui ont l'avantage d'être figés. L'évaluation que les économistes en font sur l'emploi, en Europe, à ma connaissance, il y a peu de travaux qui évaluent les gains éventuels liés à l'introduction d'une législation dans le traité de Lisbonne en 2009. Par contre, aux États-Unis, où ce genre de législation existe depuis les années 60, vous avez pas mal de travaux qui essayent de voir si l'introduction de cette législation et le fait qu'elle est plus forte dans certains États des États-Unis que d'autres a un effet positif sur l'emploi. Alors, à la grosse louche, ce que ces économistes nous racontent, c'est que la présence d'une législation interdisant la discrimination en fonction de l'âge a un effet protecteur et un effet d'accroissement de l'emploi pour ceux qui ont un emploi. Essentiellement, ça augmente leur chance de rester dans l'emploi historique. Par contre, ça n'a aucun effet, ça aurait même dans certains cas un effet négatif sur la probabilité de retrouver un boulot si on le perd. Donc l'évaluation est en demi-teinte. Donc un effet d'allongement des carrières pour ceux qui ont un emploi, mais une difficulté plus grande à retrouver du boulot si vous l'avez perdu. En jeu d'un terme plus politique, je vais essayer de très rapide ici. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui pourrait contribuer à améliorer la demande d'emploi âgé? Donc,
presque mécaniquement, toutes les décisions qui ont pour effet de reculer l'horizon de retraite ont pour bénéfice de limiter les situations, non pas d'éliminer, mais à âge donné, de limiter les situations où le côté court de l'horizon de travail joue contre celui qui cherche du boulot ou qui veut justifier le fait de garder son travail. Mais il subsiste dès lors que vous avez un âge de la retraite bien défini, il subsiste le problème qu'un certain nombre de personnes vont se rapprocher inéluctablement de cet âge limite et pourraient souffrir du fait d'être à un jour du départ mécanique. Mais globalement, donc, le fait qu'on assiste pour le moment à un recul de l'horizon de départ à la retraite devrait, d'une certaine façon, aider les personnes qui souffrent du côté relativement court de leur horizon de travail. Tout ce qui permet de mieux valoriser les compétences acquises, donc l'expérience, ce fameux capital humain qu'il est difficile de transposer d'un emploi à l'autre, tous ces efforts de valorisation des acquis de l'expérience devraient faciliter la reprise d'emploi si on est en situation de chômage. Le ratio productivité ou compétence coût salarial, c'est pas une donnée, c'est pas quelque chose qui est figé. L'avantage, c'est qu'on a affaire ici à un dénominateur, il y a deux termes. Donc on peut avoir tout un certain nombre de politiques qui visent à améliorer la compétence sur la productivité à un âge donné. On peut avoir des politiques qui veulent réduire le coût salarial ou limiter la croissance du coût salarial. Intelligemment, il me semble que les meilleures politiques sont celles qui agissent sur les deux termes de la fraction. Donc, si vous voulez lutter contre un problème de baisse de compétences numériques, si vous prenez l'enquête PISA en fonction de l'âge, il paraît assez évident que plus de formation continue devrait y contribuer. La particularité de la Belgique, c'est qu'en gros, les efforts de formation continue en entreprise s'arrêtent à 45 ans. Mais peut-être que le recul de l'horizon de carrière pourrait changer la donne dans le bon sens. Si vous avez une baisse de la productivité liée à l'âge, une meilleure ergonomie au sens large pourrait y contribuer. Je pourrais vous parler de cet exemple suivant. Il s'agit d'une usine d'assemblage BMW. BMW, se voulant une entreprise socialement responsable, a dédoublé une chaîne d'assemblage de la BMW série 1 et a mis sur la deuxième uniquement les travailleurs de plus de 50 ans. Pour voir ce qu'il était possible de faire avec des travailleurs de plus de 50 ans. Dans une phase de démarrage, la chaîne d'assemblage dite des vieux produit moins de voitures par jour. Mais BMW réfléchit à ce qui pourrait corriger cet écart et introduit 70 changements dans l'ergonomie des postes de travail. Alors, il y a des choses qui font sourire, mais qui semblent avoir joué un rôle, puisque après l'introduction de ces changements, l'écart de productivité des deux lignes d'assemblage a été éliminé. Bon. BMW ne nous dit pas ce que ça a coûté, à quel point il y a eu des effets projecteurs qui ont probablement aidé la chaîne d'assemblage des AG à rattraper la performance de l'autre chaîne d'assemblage. Mais ça suggère que l'ergonomie au sens premier du terme peut faire la différence dans un certain nombre de situations. Et puis le mot ergonomie peut être compris de façon très large. Ça peut engager l'organisation du travail, les horaires. Et là, je renvoie à des choses qui ont été esquissées dans la presse hier, à l'occasion de la sortie du ministre de l'Emploi. Attendez, le ministre CNB, Emploi et Affaires sociales, je pense. Chris Peters, voilà. Donc, ergonomie incluant les rythmes de travail, la flexibilité des horaires, ce genre de choses, pourrait peut-être aider à corriger ou à compenser les éventuelles baisses de productivité liées à l'âge. Je continue ma petite liste ici. On pourrait envisager de jouer sur le coût salarial. Là, on vise une mesure qui concerne le dénominateur. On pourrait préserver le salaire poche et réduire le coût salarial. C'est un vieux thème en Belgique. Ça nous renvoie en partie à l'idée de tax shift. On pourrait avoir une situation comme celle-ci, où vous travaillez non plus jusqu'à 59 ans, qui est statistiquement l'âge auquel on décroche pour le moment en Belgique. Vous pourriez travailler jusqu'à 65 ans.
Mais au lieu, vous n'auriez plus de revenus de remplacement, ce qui signifie une moindre dépense pour les comptes sociaux et les comptes publics. Vous garderiez votre salaire poche, mais vous ne payeriez plus de cotisations et d'impôts sur les perfusions, ou vous en payeriez moins, ou votre employeur en payerait moins. Où est l'avantage pour les comptes publics? Vous restez autonome. Vous ne contribuez pas, mais vous restez autonome, donc vous ne nécessitez pas de revenus de remplacement. Peut-être que c'est de nature à persuader un certain nombre d'employeurs de vous garder. C'est une vieille idée chez les économistes, mais qu'on pourrait en quelque sorte explorer ici, dans un contexte où on voudrait stimuler l'emploi âgé. Alors, dernière chose, il me semble que... Oui, vous allez recharger la machine. Il me semble que, en tout cas dans un certain nombre de secteurs, et compte tenu du fait qu'on a décidé d'allonger les carrières jusqu'à 67 ans, nous dit-on, je pense qu'il faut non pas supprimer l'idée de progression des salaires à l'ancienneté. Je pense que d'ailleurs un certain nombre d'employeurs ne voudraient pas d'une suppression pure et simple de la liaison des salaires à l'ancienneté, parce que ça joue un rôle motivant chez les jeunes. Mais, me semble-t-il, il y a au minimum, si vous voulez, pour dire les choses sous forme de dessin, il y a à tenir compte du fait que les carrières vont être plus longues. Là où implicitement vous aviez des sorties à 55 ans il y a quelques années, si vous décidez d'aller jusqu'à 65 ans, et que vous voulez qu'il y ait une correspondance entre la zone A et la zone B, c'est-à-dire que ce que vous avez en quelque sorte implicitement avancé à votre employeur en début de carrière en acceptant une rémunération relativement faible, en échange d'une rémunération relativement généreuse en fin de carrière, cet équilibre entre les zones A et B est mécaniquement rompu dès lors que vous allongez les carrières. Est-ce qu'il faut jeter à la poubelle l'idée d'une croissance régulière des salaires en fonction d'ancienneté? Non. Mais en tout cas, pour les nouveaux entrants, il faut prévoir une progression, par exemple, une progression des salaires moins forte en fonction de l'ancienneté ou de l'âge, pour tenir compte du fait que l'horizon du contrat est plus long. Voilà. Quelques idées sur ce que l'on pourrait faire pour essayer de lever un certain nombre de barrières à l'emploi qui affectent les personnes de plus de 50 ans. Je vous remercie.